on y va. Donc, voilà ce que je disais. Ok. Voilà ce que je disais. Donc, cette session sera à propos de mentoring et discussion de carrière, la carrière que vous envisagez. Je suppose que si vous êtes dans cette communauté, c'est que vous voulez commencer une carrière dans data science et approfondir vos connaissances dans le domaine. Et donc, pour que vous puissiez accomplir ce rêve, voilà ce dont je veux parler aujourd'hui. Je veux parler du marché de data science, euh, ce qu'il faut pour pouvoir devenir un data scientist et pas la carrière de data scientist, il y a aussi la carrière de machine learning engineer. C'est une nouvelle carrière, c'est une nouvelle branche de data science qui a commencé à se développer ici aux États-Unis. Et c'est sûr que c'est déjà en Afrique, c'est déjà quelque part en Afrique. Peut-être au Nigeria, au Ghana. Je ne sais pas si les gens, je n'ai pas encore entendu parler de machine learning engineering au Bénin. Si vous avez entendu parler de machine learning engineering, faites-moi signe sur le chat. Mais machine learning engineering, c'est une branche de data scientist. OK? Je vais approfondir vos connaissances dans ce domaine. Il y a aussi comment devenir un web developer. Comment devenir un web developer. Donc voilà les trois les trois comment dire les trois points de ce dont je veux parler. Et je vais aussi parler de ce que je veux entreprendre avec l'équipe que je veux construire ici à partir de cette communauté. OK? All right. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui sont viennent de joindre la communauté, bonne arrivée à vous. Et je m'appelle Oscar Adimi et je suis Senior Data Scientist à Microsoft. Et je vais vous dire rapidement ce qu'il faut que vous sachiez si vous voulez devenir un bon data scientist. Voilà, j'ai mis pratiquement tous les outils dont vous aurez besoin et on va couvrir ces outils un à un. Le premier, le premier genre d'outils dont vous aurez besoin, c'est les langages de programmation. Les langages de programmation, vous devez savoir, si vous voulez être data scientist, vous devez connaître Python. Et Python a plusieurs ramifications. Et l'une des ramifications de Python, il y a PySpark. PySpark, c'est pour les data ingénieurs. Les data ingénieurs, les ingénieurs en base de données. Ils sont spécialisés seulement dans les bases de données. Ils créent des bases de données, ils font les manipulations de bases de données, ils, ils prennent les données brutes et font des manipulations et font des, comment dire, des nettoyages, nettoient les bases de données et les mettent disponibles aux data scientists. Mais il y a des data scientists qui peuvent aussi faire la même chose. Moi, par exemple, j'utilise PySpark pour les grandes bases de données, des millions et des billions de données. Je les procède et je fais de la manipulation et je nettoie les données et je les rends disponibles à beaucoup d'autres personnes. Je ne suis pas un data ingénieur en particulier, mais je fais data engineering. Donc, PySpark, c'est pour les les grandes données, les très grandes données. Et la même chose avec Scala. PySpark et Scala, ce sont des programmes de langage pour les grandes bases de données, ce qu'on appelle big data. Donnez-moi un thumbs up ou bien un emoji si vous connaissez Big Data. Big Data. Si vous avez entendu parler de Big Data, faites-moi signe. Ok, merci beaucoup. Big Data, ce sont des bases de données très très grandes. Ok, ce sont de larges bases de données que des programmes, de simples programmes ne peuvent pas. Même Python c'est plus générique, mais PySpark c'est un programme de langage euh, de Spark adapté à Python. Il y a aussi Spark SQL. Il y a PySpark, il y a Spark SQL, il y a Scala. Scala aussi, c'est un autre programme pour le traitement de grandes bases de données. Traitement de grandes bases de données. Donc voilà.
Donc, j'utilise PySpark pratiquement chaque jour pour gérer les grandes bases de données. J'utilise Python chaque jour. J'utilise SQL. SQL, il y a plusieurs genres de SQL. Si vous voulez, si vous êtes dans le domaine, vous allez remarquer qu'il y a SQL, Microsoft Server SQL. Il y a T-SQL qui est aussi appelé T-SQL, Transactional SQL. Il y a aussi MariaDB. Il y a SQL Cassandra. Il y a plusieurs genres de SQL, mais le SQL que j'utilise, peu importe le genre de SQL que vous utilisez. Oh, Postgres. Postgres, c'est l'un des meilleures bases de données pour le langage SQL, parce que Postgres c'est utilisé aussi dans euh, le deployment, pour le déploiement des applications. Si vous voulez déployer les applications, vous devez utiliser Postgres pour SQL. OK? Il y a aussi un langage de programmation que vous devez connaître, absolument connaître. Ça s'appelle Linux. Linux, c'est pour les command line et les bash. OK? Vous devez, vous devez savoir comment créer des folders et créer des fichiers à partir de command line. Si je tape par exemple cmd, je n'ai pas Linux disponible, mais je crois bien que j'ai Linux disponible. Si je fais bash, voilà. Donc c'est ça. Toutes les commandes de bash, ça c'est Linux. Vous devez connaître Linux pour pouvoir faire des manipulations dans le back-end. C'est très très important. Bon, nous avons couvert maintenant tous les programmes de langage dont vous avez besoin si vous voulez être des data scientist. Ok, si vous voulez être data scientist, voilà ce dont vous avez besoin. Python. Bon, il y a des gens qui utilisent JavaScript, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez être data scientist, ce n'est pas nécessaire que vous utilisez JavaScript, mais c'est très, très, très recommandé. Moi, personnellement, je vous recommande d'utiliser JavaScript et je vais vous dire pourquoi. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle framework, machine learning framework. Le premier framework dont je vous conseille de vous habituer, c'est Scikit-learn. Scikit-learn, c'est le plus facile et c'est pour les numériques, les données numériques. OK? Scikit-learn, c'est très bien pour les données numériques, mais c'est aussi très bien pour les données de texte. OK? Donc, si vous n'avez pas encore commencé avec Scikit-learn, commencez dès aujourd'hui, le plus tôt possible. Maintenant, il y a d'autres frameworks qui sont liés à machine learning et AI, ce qu'on appelle TensorFlow. TensorFlow a été développé par Google et PyTorch. PyTorch a été développé par Facebook. Donc, ces deux frameworks sont très, très bonnes dans le domaine de machine learning et spécialement AI. Ils sont dans le text generation, ils sont dans la génération des textes, ils sont dans la vision, ils sont dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, TensorFlow et PyTorch, c'est très bien à utiliser. Maintenant, voilà ce qui se passe sur le marché. Sur le marché aujourd'hui, il y a euh, TensorFlow qui commence à s'intéresser aux software developers, OK, qui veulent maintenant s'initier à machine learning and AI. Maintenant, vous allez aujourd'hui, si vous faisiez attention, vous allez voir qu'il y a maintenant TensorFlow JS. Si par exemple je fais, peux-tu écrire euh, Monsieur idéal ou bien Madame idéale, d'abord Monsieur, c'est Monsieur ou Madame, je crois que c'est Monsieur. Euh, Scala, vous parlez de Scala? Vous avez le micro. Oui, bonsoir. Désolé, hein. Donc, vous Oui, avez mentionné avant Linux là, ce mhm. que ceux qui veulent faire le machine learning doivent apprendre. Bon, j'ai pas bien saisi. Donc, je sais pas si vous pouvez écrire. Pour Linux ou bien pour Scala? Ouais, pour Scala, voilà, pour Scala. Oui, Scala, c'est un langage de programme pour les grandes bases de données.
C'est un peu comme PySpark, mais c'est pas pratiquement la même chose. Mais si par exemple vous allez sur, je vais vous montrer quelque chose et c'est actuellement une très bonne question. Scala, language, euh, Synapse. Si par exemple vous allez sur Synapse Notebook et je vais vous montrer comment le code se présente. Ok, voilà comment Scala, euh, ça, bon, ça c'est PySpark, ok? PySpark et voyons voir où est Scala. Je ne vois pas Scala ici. Non, ce n'est pas ici. Ça c'est encore PySpark. Attendez un peu. Scala, ce n'est pas aussi utilisé comme PySpark, mais c'est un bon langage. C'est un bon langage. Attendez, je vais vous montrer comment Scala ici. Voilà, voilà un peu comment Scala se se manipule. Voilà des exemples. Et data ingestion. Oui, si vous voulez créer des objets, vous allez utiliser val. Donc voilà, c'est un exemple de Scala. Je vais mettre ça sur le chat. Python ne peut pas faire ce que fait Scala. Où j'entends mal. Bon, Python peut faire ce que Scala fait. La différence entre Python et Scala, Scala est plus rapide que Python. En ce qui concerne les big data, Scala est très rapide, est plus rapide que PySpark. OK? Bon, maintenant, si vous voulez utiliser Python pour les grandes bases de données, je ne vous conseille pas parce que ce sera lent. Utilisez, au lieu d'utiliser Python seulement, utilisez PySpark. Et PySpark, c'est Spark pour Python. OK? C'est écrit Spark en Python. Parce que Spark même, c'est pour les traitements de grandes bases de données. Maintenant, Spark, c'est très, très générique et ils ont créé des programmes, des langages de programmation pour chaque programme. Il y a Spark pour SQL, ce qu'on appelle Spark SQL, et il y a Spark pour Python, ce qu'on appelle PySpark. Donc, si vous traitez les grandes bases de données, Python peut le faire, mais Python sera vraiment, vraiment lent. Par ailleurs, si vous utilisez PySpark, ce sera très rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière Spark? C'est pratiquement Java. Java, c'est pratiquement ce qui se passe dans le back-end. Donc, ils ont fait l'interprétation de Java en PySpark. C'est pratiquement ce qui se passe. Et j'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur Corny. Bon, maintenant, on continue notre conversation. TensorFlow, ça vient de Google et Python, ça vient de Facebook. Pas de problème, monsieur Corny. Python, ça vient de Facebook. Maintenant, si je vais sur TensorFlow, vous allez voir Euh, si je fais TensorFlow, TensorFlow fait beaucoup de choses. Et si vous travaillez dans des compagnies, si vous faites de l'application réelle, je conseille d'utiliser TensorFlow parce que vous allez créer des modèles, des machine learning ou bien AI modèles et vous allez devoir les déployer. OK? Les déployer sur le web, bien sûr, de petites applications. TensorFlow, c'est très, très bien pour ça. Mais si vous voulez utiliser PyTorch, il n'y aura pas de problème non plus. Parce que parfois, moi-même, j'utilise PyTorch. Et il y a des compagnies qui préfèrent TensorFlow à PyTorch, d'autres préfèrent PyTorch à TensorFlow. Ça n'a aucune différence. OK? Mais si vous êtes un web developer et vous êtes intéressé à AI, je vous conseille d'utiliser TensorFlow. Spécialement TensorFlow JS. Laissez-moi mettre ça sur le chat.
TensorFlow, et il y a aussi TensorFlow JS. TensorFlow JS, c'est TensorFlow pour les développeurs, les web developers. OK? Et c'est une très, très, très bonne ressource si vous voulez faire computer vision. Vous voyez, ça, c'est Recurrent Neural Network. Si vous voulez faire computer vision, c'est très bien. Si vous voulez faire machine learning, c'est très bien. Si vous voulez faire natural language, c'est très bien aussi. OK? Donc, c'est ce que moi, je vous conseille. Si vous êtes web développeur, commencez avec TensorFlow JS. Mais, euh, laissez-moi mettre sur le chat aussi. Donc, voilà. Euh, Et Scikit-learn. Scikit-learn fait beaucoup de choses. Scikit-learn, je conseille Scikit-learn si vous êtes dans le numérique. Si vous êtes dans le numérique, je vous conseille d'utiliser Scikit-learn. Et Scikit-learn fait Natural Language Processing, mais pas tellement. Scikit, oups. OK, Scikit-learn. Ils font beaucoup de choses. Je vous conseille de regarder leur documentation. Il y a beaucoup de choses, mais ils sont spécialisés dans les numériques. Pour les NLP, c'est aussi bien parce que vous allez utiliser le NLTK, ce qui n'est pas très mal. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de AI, ok? Donc, si beaucoup de gens parlent de AI, je vous conseille d'utiliser soit TensorFlow, soit PyTorch. Allons sur le site PyTorch. PyTorch, et voilà ce qui se passe. Ça n'a pratiquement aucune différence. S'il y a un nouveau modèle ou bien un nouveau AI qui est sorti dans TensorFlow, les gens, c'est un genre de compétition. Les gens développent ça dans PyTorch. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui sort dans PyTorch, les gens développent ça dans TensorFlow. Donc, il n'y a pratiquement aucune différence. Si vous connaissez un des deux, c'est bon. Si vous connaissez les deux, c'est même mieux. Mais ce sera difficile de maîtriser les deux, en fait. Les gens disent que TensorFlow est plus compliqué que PyTorch, mais ils ont lancé une version nouvelle où la nouvelle version de TensorFlow est moins compliquée que l'ancienne version. La nouvelle version est moins compliquée que l'ancienne version. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que TensorFlow ne ressemble pas tellement à Python. Mais PyTorch ressemble beaucoup, beaucoup à Python. Donc, ceux qui connaissent déjà Python n'auront pas tellement de problèmes à faire des développements en utilisant PyTorch. Ok, c'est très important à savoir si vous prenez cette décision. Donc voilà. Maintenant, les tools, les outils dont vous avez besoin. GitHub. GitHub pour pouvoir pousser. J'ai mis GitHub sur la chaîne des softwares. GitHub, c'est très important pour pousser votre code, pour la collaboration de vous. Vous allez utiliser GitHub. Bon, maintenant, GitHub, c'est pour les entreprises et les particuliers comme nous. Mais, ce que m- moi j'utilise, il y a Azure DevOps. J'ai un compte avec Azure DevOps et je vais vous montrer comment ça marche. Voilà mon compte. Et il y a beaucoup de rubriques. Ce que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle board. Si on commence à travailler ensemble, si on est dans un projet, notre premier projet, on va créer ce qu'on appelle backlog. Et backlog, c'est une liste d'activités qu'on va commencer à travailler. Euh, je, je suis désolé, mais je n'ai pas d'activité. Je n'ai pas encore d'activité, mais il y aura des activités. Si une personne veut faire peut-être back-end ou bien si quelqu'un veut faire une activité, on met son nom, il met son nom. Par exemple, si je vais dans New Work Item, OK, on met le titre de l'activité
et on dit qui veut faire cette activité et on met des commentaires et on discute ensemble. Donc c'est très très bien et c'est très très c'est bien pour la gestion des projets. Donc Azure DevOps c'est ce que je compte utiliser si on commence les projets ensemble. Je crois que je vois des questions. On ne voit pas la présentation. Oh, ok, good point. Laissez-moi changer mon écran. Let me share this. Ok, vous voyez ça maintenant? Azure DevOps. It's still black. Ok, vous voyez ça maintenant. Donc, Azure DevOps, c'est un peu comme GitHub, mais c'est plus que GitHub parce que il y a euh, moyen de faire, de documenter votre, vous pouvez créer des documents pour dire ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, c'est très bien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle boards. Boards, si on commence à une équipe dans un projet particulier, on peut créer des activités, ok? On peut créer des activités et si on met le titre de l'activité ici, euh, ça peut être cl- euh, euh, cleaning data, for example, ok? Et on met la personne, si ça peut être Thibaut, ça peut être Oscar, ça peut être Roland, on met la personne qui va accomplir cette tâche. Et si la personne finit d'accomplir cette tâche, on va mettre ça, ça va changer et ça va mettre open, close ou bien issue. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici et c'est très bien pour la collaboration dans des équipes. C'est très bien pour la collaboration dans les équipes. Et ça, par exemple, on peut l'utiliser aussi. Il y aura comment dire, des dates limites pour accomplir certaines tâches. Et donc voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la rubrique repo. Vous voyez déjà ici que j'ai un projet qui s'appelle MLOps. Et vous allez voir codes. Ici, par exemple, je vais vous montrer ici prep.py. J'ai un code que j'ai poussé et euh, et que tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut avoir accès à ce code et tout le monde peut partager le code et réviser le code. Et si vous êtes habitué à GitHub, vous devez connaître ce qu'on appelle les commits, les push, les branches. Je vais faire une vidéo à ce propos et je vais aussi faire un entraînement à ce propos. Il y a aussi la rubrique pipeline. Et pipeline, c'est aussi disponible avec GitHub. Ok, c'est aussi disponible avec GitHub. Bon, voilà ce que je pense. C'est peut-être faire boards ici avec DevOps et faire repos and pipeline avec GitHub. OK? Ça dépend de ce qui sera moins cher. Mais voilà, si vous êtes de la scientist, vous devez pouvoir utiliser au moins GitHub. Au moins GitHub vous pouvez devoir utiliser GitHub au moins. Bon, voilà pour GitHub et Azure DevOps. Maintenant, Visual Studio Code, tout le monde a utilisé Visual Studio Code, c'est bien. Il y a aussi ce qu'on appelle Power BI. Power BI, c'est un produit de Microsoft. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien aussi de vous amuser avec Power BI si vous avez le temps, parce que il y a aussi beaucoup d'autres solutions à part Power BI. Laissez-moi vous donner, euh, je sais que je suis pas, ok, Power BI, ce n'est pas nécessaire à connaître, pratiquement pas nécessaire à connaître. Bon, je retourne euh, dans l'autre présentation de mon PowerPoint. OK.
Donc, avec le data scientist, le titre de data scientist, il faut aussi que vous connaissez, bon, il y a les Azure Machine Learning, Azure Synapse, Azure Fabric. Si vous voulez vous améliorer il y a les deux meilleurs cloud solutions, ce qu'on appelle cloud solutions. Euh, les deux meilleurs sur le marché américain, il y a Azure et il y a AWS. OK? Azure et AWS. Donnez-moi un thumbs up si vous connaissez Azure et AWS. Si vous connaissez Azure, mettez Azure. Si vous connaissez AWS, mettez AWS. Bien, si vous avez au moins entendu parler de ces deux cloud solutions. On les appelle cloud solutions. Donc, ce qu'ils font, c'est que euh, elles- ils font, c'est une combinaison, ce qu'on appelle cloud solution, c'est une combinaison de beaucoup d'outils. Vous pouvez utiliser PySpark, vous pouvez utiliser TensorFlow, vous pouvez utiliser Scikit-learn, vous pouvez utiliser tout ce dont vous avez besoin. Mais il faut payer. Vous voyez, il faut payer. Moi, je ne veux pas Azure et AWS. Ok, il y a des gens qui sont au courant. Merci beaucoup. Moi, ce que je veux qu'on utilise, ce sont j'ai un compte avec Azure qu'on peut utiliser, mais on ne pourra pas tout utiliser sur Azure. Par exemple, je peux, ça dépend, ça dépend vraiment. Azure Machine Learning, j'ai Azure Machine Learning, j'ai Azure Synapse, mais je ne pense pas qu'on va devoir l'utiliser. À propos des tools, donc voilà ce dont vous avez besoin. Comment dire, ce n'est pas obligatoire que vous connaissez Power BI, Azure Machine Learning, Azure Synapse, Azure Fabric. Tout peut se faire sur Visual Studio Code. Et il y a des moyens de les faire gratuitement. Si on ne peut pas faire ces choses-là gratuitement, donc je vais devoir vous inscrire dans mon compte Azure pour qu'on travaille dans Azure. OK? Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle Vector Search. Et ce sont les dernières technologies qui sont sorties. Si vous cherchez FRSS, FRSS est aussi développé par Facebook. Il y a aussi Pinecone, il y a aussi Azure Search et Elasticsearch. C'est quoi le Vector Search? Les Vector Search, ce sont des bases de données, des gens de bases de données qui permettent de faire les recherches. Par exemple, si on a vu LLM la dernière fois et il y a ce qu'on appelle, je vous ai expliqué ce qu'on appelle embeddings. Si vous posez une question, si vous posez une question au chatbot, le chatbot va regarder les embeddings et va chercher va faire une comparaison entre l'embedding de votre question et l'embedding de votre réponse. Maintenant, l'embedding doit être sauvegardé dans une base de données. Et ce genre de base de données là, c'est ce qu'on appelle FRSS. Bien ça, vous pouvez utiliser Pinecone ou bien vous pouvez utiliser Azure Search ou Elasticsearch. Les deux gratuits, les deux vector search gratuits, il y a FASS et il y a aussi Elasticsearch. Elasticsearch et FASS sont gratuits. Mais les solutions où vous devez payer, il y a Pancone. Pancone est excellent, mais vous devez payer. Elasticsearch et FASS sont gratuits. Il y aura des occasions où on va devoir utiliser Pinecone. Ça dépend. Mais ce que je compte faire, c'est d'utiliser d'abord Elasticsearch et FASS. OK? Bon, voilà. Euh, si vous voulez plus d'informations à propos vous pouvez faire rechercher FASS, Vector Search FASS, Vector Search Pinecone et vous allez voir ce qui en est. Maintenant, les techniques. Les techniques dont vous avez besoin de connaître, euh, si c'est deep learning. Vous devez connaître Deep Learning Pre-trained Model. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de créer vos propres modèles. Euh, vous pouvez, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Pre-trained Model. Et si je vais dans Hugging Face, par exemple, laissez-moi changer mon écran rapidement. Euh, si, si je vais dans Hugging Face Models,
OK. So, ils ont beaucoup de choses. Par exemple, ils ont des modèles. Si je fais Roberta, alright. Il y a des modèles que j'ai utilisés. Par exemple, Roberta Base. 7.05 million downloads. Beaucoup de gens utilisent Roberta. Et Roberta, c'est un pre-trained model qui a été développé par Hugging Face qui utilise les transformers où vous pouvez faire comment dire faire des retraits d'informations. OK? Euh, Roberta, c'est très bien. Vous voyez ici aussi un autre exemple de Roberta, 12.3 million. Et si par exemple vous êtes sur Hugging Face, il y a beaucoup de cas que vous pouvez utiliser Hugging Face. Feature extraction, text to image, text to video, image to text, bla bla bla. Document question answering, right? Et il y a aussi computer vision que vous pouvez faire. Donc c'est très très bien et c'est très développé. Et il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez suivre. Donc Hugging Face c'est très très bien à connaître. Laissez-moi mettre ça sur le chat. Hugging Face, very good to learn. Bon. Euh, Maintenant, retournons à notre PowerPoint Slides. Donc, voilà ce que je dis, ce que je disais. Vous devez connaître Hugging Face. J'ai déjà parlé de PyTorch et TensorFlow. Maintenant, les techniques de data engineering. Vous devez pouvoir, si vous avez par exemple deux tables de données, vous devez pouvoir les joindre ensemble à cause des clés, les colonnes de clés, par exemple. Vous devez pouvoir faire cette technique-là. Vous pouvez devoir faire des analyses de données, la présentation que j'ai donnée hier. Vous allez devoir vous devez pouvoir le faire. Il y a aussi si vous avez un machine learning ou bien AI model, vous devez apprendre à les à déployer sur l'internet. Donc ça veut dire que vous devez apprendre ce qu'on appelle les API. Vous devez apprendre Docker et API Docker Kubernetes, c'est très bien. C'est un peu compliqué, mais c'est très bien. Vous pouvez utiliser l'un des deux, soit Docker, soit Kubernetes. Moi, j'utilise Docker pour le moment. Il y a aussi, si vous voulez aussi, si vous voulez être data scientist, il y a, euh, vous allez devoir faire beaucoup de présentations. OK? Si vous travaillez dans une compagnie, vous devez pouvoir comprendre ce qu'on appelle le business problem, le problème que la compagnie veut résoudre. Vous voyez, vous devez pouvoir comprendre le problème que la compagnie veut résoudre. Maintenant, si vous comprenez le problème, vous allez devoir traduire ce problème en solution. Et ça dépend de votre connaissance. Vous allez devoir traduire ce problème en utilisant les outils dont vous êtes capable d'utiliser et transformer ce problème en solution en utilisant ces outils-là. Vous pouvez utiliser Python, vous pouvez utiliser PyTorch, TensorFlow, GitHub. Donc, tous ces outils dont je vous ai parlé, vous prenez le problème et vous le changez en solution. Maintenant, quand vous le changez en solution, vous allez pouvoir expliquer comment est-ce que cette solution peut avantager la compagnie. Donc, c'est ce que je fais pratiquement chaque jour. Je fais des présentations, après avoir travaillé, je fais des présentations et je donne des solutions. OK? Donc voilà, c'est très important si vous voulez être data scientist. Parce que les data scientists, ils sont très très proches comment dire, ce qu'on appelle des gens qui prennent des décisions et qui ne savent pas comment faire pour arriver à ces décisions-là. Si, euh, si c'est une compagnie de vente, euh, vous allez pouvoir faire des recommandations et dire, pour le mois prochain, voilà ce que je recommande. Voilà ce que le modèle mathématique ou le modèle AI recommande. Et si vous demandez la question, pourquoi est-ce que vous faites cette recommandation, vous devez pouvoir répondre à cette question en utilisant votre intelligence pour le faire. OK?
Bon, maintenant, si je vais sur, il y a un site que je vais vous montrer. Euh, il y a un site que bon, je vais le faire après. Maintenant, il y a une deuxième ramification de data scientist qui s'appelle machine learning engineer. Machine learning engineer, c'est une combinaison de data scientist et de software engineer. Donnez-moi un thumbs up si vous connaissez software engineers. Give me a thumbs up if you know what software engineers are. Et je vous en prie, donnez-moi la traduction de software engineer en français. Parce que je n'arrive. C'est quoi la traduction de software engineer en français? Si vous connaissez. Développeur d'application. Ok, ingénieur logiciel. Ok, ok, je vois. Merci beaucoup. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc, les, euh, c'est une combinaison de data scientist et d'ingénieur logiciel ou bien de développeur d'application. Ok? Et c'est l'un des métiers les plus rémunérés ici aujourd'hui aux États-Unis. L'un des métiers les plus rémunérés parce que les data scientists, le monde de la technologie évolue de manière très très rapide et c'est très très difficile maintenant de connaître tout. Aujourd'hui, vous allez, parce que le AI est plus dans le domaine de computer science aujourd'hui et tout est automatisé. Vous allez maintenant voir des ingénieurs en logiciel qui s'intéressent à la data science. Et vous allez aujourd'hui aussi voir des data scientists qui s'intéressent en ingénieur logiciel. Maintenant, la combinaison des deux, ce sera le meilleur moyen d'être compétitif sur le marché. Donc, je vous encourage à, bon, c'est un peu difficile à dire. Je vais vous donner mon point de vue en ce qui concerne quelle spécialité vous pouvez avoir. Mais je vous dis d'abord que machine learning ingénieur, c'est une combinaison de ingénieur en logiciel ou ingénieur d'application et data scientist. Voilà ce qu'ils doivent connaître. Un programme de langage, programme de langage. Si vous voulez devenir machine learning ingénieur, je vous conseille de connaître euh, en, euh, en plus de Python, PySpark, SQL et tout ça, PyTorch, Scikit-learn. Vous devez aussi connaître Fast API, Django, Flask. Et vous devez aussi connaître, j'ai oublié de mettre JavaScript. C'est très important. OK? Vous devez aussi connaître, bon, ça aussi, ça dépend comment dire, du chemin que vous voulez prendre. Ce sera plus facile d'utiliser Fast API, Django et Flask parce que tout est Python. OK? Mais si vous voulez utiliser JavaScript, c'est aussi bien. Vous devez connaître aussi tous les outils de ce que les data scientists utilisent. Vous devez connaître aussi Vector Search. Vous devez connaître les techniques de deep learning et vous devez être euh, très compétitif en ce qui concerne les modèles. Vous devez pouvoir prendre les modèles que vous avez et les changer. Mais c'est très difficile parce que vous devez connaître l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire, c'est l'une des matières les plus difficiles que j'ai expérimentées quand j'étais à graduate school. Qui d'entre vous aime l'algèbre linéaire? Moi, je n'aime pas l'algèbre linéaire. C'est très difficile. Vous allez devoir manipuler des vecteurs. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. OK? Donc, il faut être très bon en mathématiques. Il faut être très bon en algèbre linéaire. Et vous allez devoir apprendre à changer les modèles qui ont été créés. OK? Euh, il y a, donc voilà, les machine learning ingénieurs passent leur temps à coder jour et nuit et aussi à transformer les modèles de machine learning et à les changer. C'est très difficile. Cette partie-là est très difficile. Ils doivent aussi connaître Docker, Kubernetes, API. Ils doivent pouvoir déployer les machine learning. Bon, à part de ça, ce qui est très important aussi, c'est ils doivent pouvoir aussi utiliser les techniques de software engineering. Ils doivent pouvoir aussi utiliser les techniques de développeurs en logiciel, ingénieurs en logiciel. Ce que je dis par là, ils doivent connaître les API integration, OK? Les infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut utiliser dans quelle situation? Ils doivent
être très bon dans la sécurité et dans ce qu'on appelle pipeline orchestration. Tout ce qui doit être automatisé, il doit être très bon dedans. Donc voilà. En résumé, les machine learning ingénieurs, c'est une combinaison de data scientist et de software engineer. OK? Maintenant, la dernière euh, carrière qui est très intéressante, c'est un web developer. Web developer, ils doivent connaître, soit ils doivent être, dans le domaine de Python, ou bien ils doivent être dans le domaine de JavaScript. S'ils veulent être dans le domaine de Python, je leur conseille, je vous conseille de faire les deployment framework comme Fast API et Django. Si vous voulez être dans le domaine de JavaScript, je vous conseille de faire JavaScript, HTML, CSS, Linux, Next.js, jQuery, React. Mais voilà ce que ma préférence personnelle, ce que je suis en train de remarquer, c'est que aujourd'hui, les web développeurs, non seulement les software ingénieurs s'intéressent à AI, mais les web développeurs aussi commencent à s'intéresser à AI. Donc, ce qui fait que beaucoup, euh, si vous voulez être compétitif sur le marché, vous allez devoir apprendre beaucoup de langage de programmation. Beaucoup de langages de programmation. Et voilà, maintenant, les software developers, les web developers, software developers s'intéressent maintenant à TensorFlow et c'est comme ça que TensorFlow JS a été créé. Pour ceux qui ne sont pas habitués à machine learning et AI, il y a TensorFlow JS qui les aide. Et ce domaine-là pousse très très rapidement parce qu'il y a beaucoup. Je vais vous je vais vous donner une présentation à ce propos-là. Ouais. Mais c'est un domaine qui grandit très rapidement. Ils doivent pouvoir être bons dans Figma. Figma, c'est une application pour le design, pour faire les beaux websites et pour donner comment dire, les couleurs et les fonds, tout ça là. Figma, c'est très bien. Ils doivent aussi avoir des techniques de software engineering, euh, ou ingénieur logiciel. Ils doivent connaître Docker, ils doivent connaître les API. C'est très important. Les API, c'est comme le pain et le beurre pour eux. OK? Ils doivent être très, très bien en API. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle blockchain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de web développeurs qui s'intéressent aussi au blockchain. Et blockchain, c'est ce qu'on appelle le Web3. Et s'ils veulent être dans le Web3, ils doivent connaître le programme de langage, ce qu'on appelle Solidity. Euh, et il y a aussi un autre point. Il y a des gens qui utilisent Python, il y a des gens qui utilisent JavaScript pour faire ça. Mais c'est très développé aussi ici aux États-Unis. Donc voilà les trois carrières que moi je connais et que j'utilise pour faire mes tâches journalières. Bon, maintenant, voilà ce que moi je vous conseille. J'ai fait des recherches sur les langages de programme les plus utilisés. Et voilà ce que j'ai trouvé. Premièrement, c'est Python et JavaScript. Python et JavaScript. Et ce que vous voyez, Java, je crois que c'est en troisième position. Mais Python, JavaScript, HTML et CSS. Pourquoi JavaScript? Parce que JavaScript, maintenant, JavaScript était, comment dire, JavaScript était spécialisé dans le web, et JavaScript dominait déjà Python, des années plus tôt. Mais le fait que JavaScript maintenant s'intéresse à AI fait que JavaScript va commencer à dominer Python dans le monde des AI. Il y a beaucoup de développeurs maintenant qui s'intéressent à machine learning et AI. Ils vont commencer à faire beaucoup de recherches dans ce domaine. Donc, c'est très bien de connaître les deux. Bon, maintenant, il y a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes avec JavaScript parce que JavaScript ne peut pas, JavaScript, c'est mieux pour le web. Mais en ce qui concerne les algorithmes, JavaScript peut être très très compliqué. OK? Et moi, selon ma propre opinion, je crois que JavaScript c'est plus compliqué que Python. Et si vous devez avoir encore plus de complications, si vous voulez créer des algorithmes, ce sera très difficile. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez faire AI Machine Learning, j'utilise Python. Et si je veux faire des applications, j'utilise JavaScript.
et je fais une combinaison des deux. Je fais le deployment, je fais le web application, j'utilise JavaScript, mais pour ce qui concerne machine learning et AI, j'utilise Python. Il y aura des cas où je vais utiliser peut-être JavaScript, mais ça dépend. OK? Maintenant, SQL, vous allez devoir connaître SQL. Maintenant, comment dire, à mon avis, vous devez être, vous devez avoir soif de la connaissance, de connaître et d'apprendre. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Et c'est pour ça que je suis ici aussi. Vous devez avoir soif de comprendre. Deuxièmement, vous devez avoir, vous devez pouvoir mettre deux chapeaux. Vous devez avoir un chapeau principal et un chapeau, au cas où. OK? Ce que je dis par là, c'est que vous allez devoir choisir votre carrière majeure. Ça peut être data scientist, ça peut être machine learning engineer, ça peut être web developer. Et vous pouvez aussi choisir une deuxième carrière au cas où. Moi, par exemple, je suis data scientist, mais je veux aussi être web developer. Je fais aussi machine learning engineering. OK? Mais je ne suis pas très bon dedans parce que je veux pas passer mon temps je veux pas passer mon temps à coder des algorithmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font déjà ça. Mais je regarde ce que je peux faire dans machine learning ingénieur et je pense à, de toute façon, data scientist et machine learning ingénieur, il n'y a pas tellement de différence. OK? Il n'y a pas tellement de différence. Mais, donc voilà, je suis data scientist. J'essaie de devenir progressivement machine learning ingénieur. OK? Et je veux apprendre un peu de web development. Mais ma principale carrière, c'est data scientist pour le moment. Donc, ça veut dire que si je trouve, par exemple, une opportunité pour devenir machine learning ingénieur, je vais sauter sur l'occasion parce que j'aurai développé des projets, j'aurais fait des projets où j'aurais, appliqué toutes ces connaissances-là. Donc, deux seulement à la fois, ça suffit. OK? Donc, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, si vous n'avez rien commencé, je vous conseille de commencer avec la carrière de data scientist. Si vous êtes complètement nouveau, je vous conseille de commencer avec la carrière de data scientist parce que c'est un peu léger. Euh, Web development, et ça aussi dépend aussi. Si vous êtes fort en mathématiques, oui, data scientist c'est bon. Si vous n'êtes pas fort en mathématiques, vous pouvez, et vous voulez seulement coder, web development c'est mieux. OK? Et si vous n'êtes pas fort en mathématiques et vous vous intéressez à AI, donc vous pouvez faire les deux. Vous pouvez être d'abord web developer d'abord et maintenant être un peu data scientist. OK? Mais si vous êtes fort en mathématiques et en algorithme et tout, et vous vous intéressez au web development comme moi, donc vous commencez avec data scientist et vous terminez avec web development. Maintenant, si vous êtes déjà bien dans les deux à la fois, vous pouvez être machine learning ingénieur. OK? Vous pouvez être machine learning ingénieur. Et de machine learning ingénieur, vous pouvez maintenant commencer à aspirer au web developer. J'espère que je me fais comprendre. Tout dépend de de votre capacité et de où vous voulez aller. Mais le plus important ici, c'est de connaître les deux langages de programmation. C'est très important. Python et JavaScript. Bon, maintenant, euh, dans l'équipe que je veux construire, il y aura deux sortes de projets. Il y aura des projets de low codes et il y aura des projets de web. Par exemple, il y aura des opportunités où euh, des compagnies vont me dire, oh, je veux quelque chose de vraiment simple et de rapide. Quelque chose qui prendra seulement 2 semaines à 3 semaines maximum. Dans ce genre de cas, on va devoir utiliser low-code ou no-code. Et il y a, voilà ce que on devoir utiliser. Il y a VoxFlow, il y a FlowWise, il y a Relevance et il y a Make. Toute cette, toute cette technologie, euh, vous allez coder aussi. Vous allez coder ça, dépend vraiment de votre expérience
Si vous voulez faire code, par exemple, Flowise. Avec Flowise, vous pouvez écrire des programmes. Avec Relevance AI, vous pouvez écrire des programmes. Avec VoiceFlow, peu ou moins. OK? Make n'a pas besoin de programmation, mais on utilise Make avec VoiceFlow, ou bien Make avec Flowise, ou bien Make avec Relevance AI. Maintenant, si vous êtes dans le web development, tous ces outils dont j'ai parlé là, comme VoiceFlow, Relevance AI, c'est un peu comme WordPress. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de coder comme ça. Euh, je ne devais pas mettre, je vais mettre Webflow ici. Et Webflow aussi, c'est ça, vous n'avez pas besoin de programmer non plus. OK? Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle custom codes, où vous allez programmer complètement. Il y aura des projets où on va créer des programmes. On va utiliser les Virtual Model, on va faire LLM et tout. Et on va utiliser Custom Code pour créer des applications. Ce sera JavaScript, HTML, CSS, Nest.js. Euh, euh, et on va créer de petites applications et on va les mettre disponibles aux compagnies. Et ces projets peut prendre en moyenne 2 mois. OK? Il y aura aussi d'autres petits projets où on utilisera Relevance AI, VoiceFlow ou Flowise, ça dépend. Et ces projets peuvent prendre 2 semaines, 2 à 3 semaines maximum. Mais ceux qui veulent faire code, ils peuvent définitivement le faire avec VoiceFlow, Relevance AI, mais ce ne sera pas tellement comme les custom codes. Maintenant, si vous êtes dans le web, si vous ne programmez pas, vous pouvez utiliser WordPress ou Webflow. Je ne vais pas, en ce qui concerne le web, moi, je ne vais pas trop utiliser WordPress ou Webflow. Je vais faire custom codes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que custom, comme on ne fait pas des sites internet, euh, on va créer des applications, euh, des applications de l'intelligence artificielle. Voilà. On va créer des applications de l'intelligence artificielle. Donc, on n'aura pas besoin de créer de website. Donc voilà ma présentation. Je suis maintenant, est-ce que vous pouvez écrire toutes ces technologies dans le chat pour que ça reste ici? Toutes les fois qu'on verra, on s'en... Yeah, absolument. Je vais le faire. Laissez-moi charger mon ordinateur avant que ça ne coupe. Donc, je suis ouvert à votre question. Voice Flow. Donc, toutes ces choses-là, Voice Flow, vous allez devoir payer. Je vais devoir vous ajouter à mon compte si vous êtes intéressé à travailler avec moi. Airflow Wise. Je sais que ce sera un peu cher à cause de... Oui, c'est possible d'extraire le code source en utilisant nos codes. Mais ça dépend. Je sais qu'avec Webflow, vous pouvez le faire. Avec Flowwise et VoiceFlow, je ne sais pas trop. VoiceFlow, Flowwise, make relevance. Yeah. Donc, sorry. Bon, c'est le moment pour vous de poser des questions si vous voulez. Est-ce que je peux déployer un LM avec Django? Oui, c'est possible. C'est possible, monsieur Romeo. Vous pouvez déployer un LM avec Django. C'est très possible. Django ou Flask. Donc, euh, voilà ce qu'on va faire. Je vais lancer un announcement et euh, je vais demander à chacun d'entre vous de me donner votre aspiration. Si vous voulez vous spécialiser dans le AI et machine learning, parce que il y a deux chaînes.
Il y a AI Machine Learning si vous voulez être spécialisé dans AI Machine Learning ou bien si vous voulez être spécialisé dans le développement des applications. Parce que quand on va commencer à travailler, il y aura des projets qui seront séparés en deux. La première partie, ce sera pour les LLM et développement des LLM ou bien de AI, Machine Learning AI. La deuxième partie, ce sera pour la création des applications. OK? Donc, chaque personne va utiliser son point fort. Euh, et il y a aussi la partie de low-code, no-code où on va utiliser VoiceFlow, Make ou bien Relevance AI. Mais tout le monde peut participer pour ce genre de projet. Maintenant, chaque projet, ça dépend de votre disponibilité. Est-ce que c'est possible de se spécialiser dans les deux? Oui, c'est possible. Vous pouvez vous spécialiser dans les deux à la fois. Et pour les projets de custom codes, on va créer les applications du début à la fin avec codes. Euh, il n'y aura pas beaucoup de projets au début, comme ça au début, mais il y en aura. OK? Il y en aura. Et la rémunération sera encore plus grande. Mais les petits projets où on va utiliser les MIC, VoiceFlow, FlowWise, il y en aura plus, beaucoup. Mais la rémunération ne sera pas tellement. Mais ce que moi je vous conseille, je ne vous force pas. Vous avez vos occupations principales. J'ai la mienne aussi. Vous avez occupations principales et j'ai la mienne aussi. Donc, s'il y a un projet qui arrive, euh, vous allez postuler dépendant de votre disponibilité. Il faut être d'abord disponible à temps partiel. Euh, tout le monde sera à temps partiel. Donc, si vous pouvez dédier, je crois, 1 heure à 2 heures par jour, ça suffit largement. OK? Ça suffit largement. Et si vous voulez dédier plus que ça, c'est même bien. Ce que moi je, ce que moi je vous conseille, si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine de machine learning, AI et tout ça, je vous conseille de vous jeter dans des projets. Parce qu'il y aura des projets. Par exemple, il faut que je dois faire ce qu'on appelle des démonstrations, des projets de démonstration. Et les projets de démonstration, laissez-moi d'abord répondre à certaines questions. J'ai une compréhension de la présentation. Est-ce à dire que nous allons créer une application, le cas d'application mobile afin de permettre aux compagnies d'insérer leurs données pour faire des prédictions? Oui, c'est pratiquement ce qui va se passer. Il y a des compagnies qui auront des sites Internet. OK? Si par exemple, on crée un chatbot, on va intégrer les chatbots qu'on a créés dans leur site Internet. Si c'est un chatbot de service clientèle, on va les intégrer dans le site Internet. Si la compagnie a un compte Facebook, on va intégrer le chatbot dans Facebook, ou bien dans Instagram, ou bien dans les social médias. C'est l'intention, ça. Euh, et il y aura maintenant, il y aura des compagnies qui vont dire, oh, j'ai un très gros problème à résoudre. Et j'aurais besoin d'une application spécifique pour gérer ce problème. Et là, on va créer ce qu'on appelle custom code. On va utiliser AI, JavaScript, HTML, CSS. On va créer une application propre à cette entreprise-là. Mais ça va prendre 2 ou 3 mois par là. Mais ça va coûter un peu plus cher à la compagnie. Mais la rémunération sera encore plus grande. Vous voyez ce que je veux dire? Est-il possible de se spécialiser dans les deux? Est-ce qu'il y aura des formations pour les différents outils? Oui, absolument. Il y aura des formations et c'est pour ça qu'on est là. Les applications mobiles, vous avez prévu quelque chose en ce sens pour les custom code apps? Sinon, que pensez-vous de Flutterflow? Flutterflow. OK. Les applications mobiles, je n'en ai pas pensé. Je ne suis pas dans le domaine. Mais si vous connaissez des gens qui sont dans le domaine, ce sera très bien. Mais je ne peut-être qu'on va se lancer dans le mobile. Si vous connaissez des gens qui sont dans le domaine, je vous invite à les inviter pour qu'on en parle plus. OK? Mais j'ai bien entendu parler de Flutterflow. Euh, donc oui, voilà, voilà ce que la prochaine étape. euh, il faut que donc il y a deux projets euh, que je veux commencer. Mais ce sont des projets qui ne seront pas payés parce que ce seront des démonstrations.
Et ça dépend si vous voulez, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez être dans ces projets, faites-moi. Si je vais faire un appel d'offres. Je vais écrire, je vais faire le post, je vais poster euh, je vais poster les projets dans le job board, dans la chaîne de job board. Si vous êtes intéressé ou si vous avez le temps, vous pouvez postuler et on va commencer à travailler. Et ce qui va se passer quand les vrais projets vont arriver, j'aurai vu ce que vous avez fait, vous aurez de l'expérience et tout. Donc, vous serez les premiers que je vais contacter si les projets, quand les vrais projets arriveront. Et puis, vous pourrez aussi écrire, mettre dans votre résumé que vous avez participé à tel projet. Parce que j'ai déjà fait, je vais vous montrer l'une des démonstrations, des démos que j'ai fait avec pour un chatbot pour un client. Je vais vous le montrer, je crois la semaine prochaine. Et donc, c'est ce genre de choses-là que je veux qu'on commence à faire et pour qu'on montre à mes clients, pour que je montre à mes clients que voilà, j'ai déjà fait ce chatbot. Est-ce que vous êtes intéressé et tout? Donc, je suis en train de parler à deux de mes clients actuellement qui ont l'air intéressés, mais je dois leur montrer ce que ma compagnie a fait. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi et je vais mettre l'appel d'offres dans Job Board. Si vous êtes intéressé, postulez. Et je vais mettre l'équipe en place pour chaque projet. Parce qu'il y aura plusieurs projets. Je suis en train de penser à deux projets pour le moment. Mais euh, si vous êtes intéressé, vous postulez et vous mettez votre nom, vous mettez votre information. Mais ce sera une bonne expérience pour tous ceux qui veulent apprendre. Parce qu'on est ici pour apprendre d'abord. La rémunération va venir, mais on est ici pour apprendre d'abord. OK. Euh, Monsieur Roland, oui, les applications, vous avez prévu quelque chose pour ce sens pour le... Ah, yeah. Monsieur Roland, vous êtes prêt. Monsieur David, vous êtes prêt. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de la carrière que vous envisagez? J'ai l'impression que les gens, certains d'entre vous veulent faire les deux. Il y a peut-être des gens qui veulent faire data science et web development. Il y en a qui veulent faire machine learning engineer web development. Laissez-moi montrer mon écran encore une fois. J'ai oublié de vous montrer quelque chose d'autre. En ce qui concerne la rémunération, à, si vous commencez à vous lancer dans ce high level, moi, faut que je trouve ça rapidement. OK. Alright, levels.fyi. Laissez-moi vous donner ce site rapidement. OK. Si vous êtes intéressé à une discipline ou à une carrière, si par exemple je fais data science, data scientist, OK. Je veux chercher data scientist, mais peut-être au Nigeria. Ici. Search company title aussi. So, data scientist, Nigeria. Il ne donne pas. OK. Bon. Euh, Vous voyez, tout ça, c'est en dollars. OK? C'est en dollars. Et le moins, au moins, c'est 120 000 dollars et le max, c'est 288 000 dollars, par exemple. OK? La moyenne, près de la moyenne, son 15 percentile, c'est 216, 216. Bon. Faisons aussi maintenant machine learning engineer. Ça s'appelle MAI engineer ou bien quoi que ce soit. Vous voyez la différence?
312, 235, 121. Vous voyez la différence? Parce que les machine learning ingénieurs, c'est au milieu des software ingénieurs et des data scientists. Donc, la paix est plus grande, mais vous devez beaucoup connaître. Bon, si je fais, par exemple, web developer, et c'est comme ça que je veux que vous commenciez à penser. 255, 200 et 110. Web developers font moins que les data scientists. OK? Mais si vous êtes dans le domaine de machine learning ingénieur, vous êtes fort. Vous êtes déjà fort. Donc, euh, quand vous prenez votre décision comme ça, il faut penser à ça. Maintenant, cherchez, commencez à faire des recherches si vous voulez si vous voulez faire ça au Ghana ou si vous voulez faire ça au Nigeria. Il y a des opportunités, par exemple, dans des compagnies de technologie où vous pouvez faire like internship. OK? Vous pouvez faire internship et la compagnie va vous prendre le visa et vous aider à venir, soit aux États-Unis ou bien au UK et tout. Mais la compagnie va tout payer. C'est ce qui se passe pour ceux qui sont les Indiens. Par exemple, les compagnies de technologie ici, si les Indiens en Inde, par exemple, ils cherchent de la main-d'œuvre en Inde et il y a beaucoup de gens qui postulent et ils viennent faire des stages ici et les entreprises les recrutent parce qu'ils ont développé de l'expérience depuis le pays. OK? Donc, voilà un exemple. High Level, c'est un bon site pour voir où est-ce que vous pouvez en être avec les salaires. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Euh, on se dit à plus tard dans la semaine prochaine. Il y aura aussi d'autres événements et d'autres sessions. Et Monsieur Roland va faire peut-être une ou deux présentations la semaine prochaine. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés à la data science, faites-moi signe. Euh, que ce soit dans le domaine anglophone ou francophone, faites-moi signe et je vais les ajouter dans la communauté. Merci, Monsieur Idéal. C'est gratuit. Monsieur David, c'est gratuit. Passez tous un bon week-end, une bonne soirée. Je vous en prie, Madame Deborah. Merci beaucoup. Personnellement, je suis débutant, j'aspire à être scientiste, mais c'est un peu confus dans ma tête. Qu'est-ce qui est prévu pour nous? Je ne vous ai pas oublié, monsieur. On aura des séances d'entraînement pour les débutants. Et ce que je pense faire, c'est d'avoir un ou deux coachs. Monsieur Roland est mon premier coach. Je compte avoir un autre coach aussi pour pouvoir guider les débutants. Pour pouvoir guider les débutants. Parce que ce qu'on va faire, on va avoir des sessions un à un, ok? Et je vous conseille de commencer avec vos résumés. Où est-ce que vous en êtes avec votre résumé actuel, ok? Et dès que je vois votre résumé, on va commencer à vous dire quelle étape vous devez prendre. Mais commencez, par exemple, j'ai des vidéos YouTube. Commencez à regarder les vidéos YouTube parce que j'ai sorti déjà deux vidéos YouTube pour les débutants. Si vous avez des questions, posez ces questions dans la chaîne AIML. OK? Posez ces questions dans la chaîne AIML et les gens vont vous aider. Et vous n'avez pas besoin de payer de l'argent pour votre éducation. Ici, les gens apprennent. En fait, c'est pas le diplôme qui compte. C'est ce que moi je veux dire. C'est pas le diplôme et c'est pas le certificat qui compte. C'est ce que vous savez faire qui compte. Mais la mentalité en Afrique, c'est d'abord le diplôme, PhD, PhD, le doctorat et tout. Et après, on pense à recruter. Mais en fait, c'est ce que vous savez faire. Ici aux États-Unis, c'est ce que vous savez faire. Parce que euh, il y a des gens qui ont des doctorats et tout, mais qui ne savent vraiment pas comment s'y prendre avec AI et machine learning. En comparaison de ceux qui apprennent chaque jour et qui n'ont pas de diplôme, ils réussissent très rapidement aussi. Donc, si vous êtes débutant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Concentrez-vous à apprendre chaque jour sur les matériels que j'offre gratuitement et vous allez y arriver. Ce qui est important, c'est que vous posez des questions et que euh,
Je vous invite aussi à souscrire à ma chaîne parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont pleuvoir d'ici là. OK? Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. On vous écrit en inbox pour l'ajout de nouveaux membres. Oui, vous pouvez écrire, vous pouvez me lancer euh, un direct, message direct ou quoi que ce soit. Lien de la chaîne YouTube. OK, je vais le faire. Je vais envoyer le lien d'ici là, d'ici peu, Monsieur David. OK? Ou bien si vous allez dans Recording, vous allez pouvoir voir. Si vous allez dans la chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir. Si vous cliquez dessus. Ah, OK, merci Monsieur Roland, merci. Monsieur Roland va vous aider avec. Et comme je l'ai dit, Monsieur Roland va aider beaucoup les débutants et euh, n'hésitez, ne manquez pas à le contacter ou à me contacter, OK? Ouais, AI with Oscar. Il y aura un compte Facebook aussi. Il y a un compte Facebook où je vais vous ajouter pour AI with Oscar. Il y aura un compte Instagram et il y aura aussi un compte WhatsApp pour que vous soyez connectés à tout moment s'il y a une nouvelle. Parce que je sais que Discord, c'est un peu fermé, c'est un groupe fermé, mais je vais commencer avec Outreach pour, au cas où vous ne serez pas dans Discord, si vous êtes en dehors de Discord, vous aurez des notifications. OK? Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Bye bye.